On se retrouve اليوم في un nouvel épisode de Café El Hiwar et je reçois quelqu'un du domaine médical. Donc j'ai avec moi اليوم Anis, résident en chirurgie générale à l'hôpital de... Aucun hôpital, apparemment. La personne ne souhaite pas communiquer son lieu de travail. Et اليوم حنهضروا على le système médical في الجزائر. Donc la première question que j'ai envie, d'abord merci d'avoir accepté de participer. C'est moi qui vous remercie. Et la première question que tout le monde se pose, ou je pense que c'est la critique تاع الغاشي كامل, est-ce que نتايا qui vit le système médical de l'intérieur, est-ce que tu considères qu'il est réellement défaillant? Bien sûr, il est défaillant. Il y a vraiment des défaillances, c'est pas seulement avec la vue extérieure où il naissent des mains exagèrent. Il y a des défaillances, mais c'est des défaillances logiques. Défaillances dues aux moyens qu'on a et c'est tout. Hein. Donc, quels sont les points majeurs à d'où où se situent les défaillances dans le système médical? Le premier, le plus important, c'est le problème financier. C'est-à-dire le budget de la santé, les salaires des praticiens de la santé, que ce soit les paramédicaux, les médicaux, les brancardiers, tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui exercent, en particulier les paramédicaux et les médecins. D'accord. Le deuxième problème, on va dire que c'est un problème organisationnel. C'est-à-dire il y a un problème de fond sur l'organisation. C'est l'anarchie sur plusieurs plans. C'est-à-dire la coordination des services mais bin badam, coordination des services, coordination de l'hôpital avec les autres corps du secourisme tels que les pompiers, le SAMU. Il y a pas de communication. Ouais, le manque de communication, en quoi est-ce qu'il affecte le... Bien sûr, on va citer un exemple rapidement. C'est-à-dire s'il y a un accident, il y a des blessés, la logique, et théoriquement, et ce qui se fait de par le monde, c'est quand les pompiers, par exemple, ramassent le blessé, ils appellent d'abord les hôpitaux, c'est-à-dire les hôpitaux, ils ont de telles villes, ils ont déjà la matinée, ils rentrent en contact avec les pompiers, les SAMU, et ils les informent sur le nombre de places disponibles et les différentes spécialités disponibles. Alors voilà, on a 3 lits ou 4 lits disponibles pour les urgences traumatologiques à tel hôpital. Donc les pompiers, dès qu'ils ont un problème, un polytraumatisé ou un problème de, de fracture, ils savent qu'il y a déjà, quand ils vont aller à l'hôpital Flani, ils vont trouver une place. Et lorsqu'il y a l'accident, ils ramassent le malade, ils doivent informer l'hôpital. Appel, un coup de téléphone, ça coûte rien, à condition qu'il y a quelqu'un qui va répondre, bien sûr. Voilà, il informe et l'équipe médicale se prépare à ça. C'est-à-dire, ils informent le radiologue, ils informent le chirurgien, le médecin urgentiste, les infirmiers, tout le monde est sur le qui-vive et ils vont accueillir le malade. Par contre, ce qui se passe dans 99,19% des cas, c'est que les gens débarquent et ils laissent le patient et c'est tout. C'est-à-dire, donc c'est ça, elle a dit que dès les urgences, bien sûr. Personne n'est informé. Bien sûr. Il y a un seul médecin de garde et le médecin qui peut pas se diviser sur 30. C'est-à-dire, à un moment, il doit être le service Flani, il est allé voir un malade qui vient d'opérer, ou ils l'ont appelé pour un avis, de même pour le radiologue, de même pour l'infirmier, de même pour X et Y. Mais quand on les informe à l'avance, ils ont le temps de s'organiser. Donc voilà, on va arriver dans 10 minutes, ils préparent toute l'équipe. Dès l'arrivée du blessé, la prise en charge va être, entre guillemets, optimale, malgré le manque de moyens. Et si l'hôpital n'a pas assez de place, ou il est, il est dépassé, il vient de recevoir 4 ou 5 malades d'affilée, ils lui disent non. On vient de recevoir 5 malades, on est un peu dépassé, il faut voir un autre hôpital, etc. Et on peut extrapoler ça sur plusieurs sous-groupes d'organisation au sein même de l'hôpital ou du système de santé.
À la question organisationnelle, c'est vraiment une vue, c'est un petit flash. Hein. Et donc, le point suivant, c'est quoi? Bon, je voudrais revenir sur le point financier. J'en ai fait allusion en début d'émission. Alors, c'est-à-dire que nos compatriotes et que le citoyen, il faut qu'il sache qu'il y a vraiment un problème de moyens. C'est-à-dire que même si on venait c'est-à-dire à utiliser tout l'argent du pétrole, mais c'est une réalité, il faut qu'on la comprenne et qu'on l'accepte et qu'on essaie de trouver c'est-à-dire des solutions pour contourner ce problème. Qui te dit il y a un problème financier? Est-ce que tu as des chiffres en tête? Est-ce que tu as des données spécifiques? Oui. On peut se comparer à titre d'exemple à la France, qui a un système de santé quand même assez correct et réputé de par le monde. C'est un pays qui a été avant-gardiste dans le domaine de la santé depuis plusieurs siècles déjà. Alors le budget, pour les 80 millions de Français, ou 85 millions de Français, le budget de la santé, il est estimé à 180 milliards de dollars. Je dis bien 180 milliards de dollars. Pour des infrastructures qui sont déjà construites, tout existe. Les 180 milliards de dollars, c'est l'entretien, c'est le salaire des gens, c'est... Le personnel, voilà, les ambulances, etc. Mais ils vont pas construire un nouveau hôpital, etc. C'est-à-dire les infrastructures, la majorité des infrastructures, elles sont déjà là, elles existent. Et il faut, pour que ça tourne bien, un budget de 180 milliards. Voilà. Pour 80 millions de Français, à peu près. 80-85 millions. Donc, si on veut extrapoler ça à l'Algérie, on est environ 40 à 45 millions, et on divise par 2, ça va nous faire dans les alentours de 90 milliards de dollars. Normalement. Théoriquement. C'est le budget qu'il faudrait. Voilà. Dans la réalité des faits... L'Algérie, elle a un PIB avec le pétrole, le tout, voilà, le phosphate, magnésium, tout ce que vous voulez. Ça va faire dans les 150 milliards. 180 contre le pétrole. Le PIB, c'est le budget de l'Algérie pour tout. Voilà, Et pour le domaine, enfin pour les hôpitaux, la médecine. Alors théoriquement, ça va être 90 milliards, on vient de dire. On devrait être à 90 milliards. Voilà. Actuellement, on est entre 2 à 3 milliards de dollars. Pour des infrastructures? Par an, pour des infrastructures qui sont déjà existantes et bien sûr insuffisantes. Et c'est tout. Hein. Donc déjà là, on sait qu'il y a un problème d'argent. Ou le personnel médical, les médecins, donc ne sont jamais insurgés. C'est parce que c'est pas des conditions de travail. Avant de passer par là, je voudrais faire une autre allusion. Le système de santé, on dit qu'il est gratuit. Mais en fait, il n'est pas gratuit. C'est-à-dire, il faut qu'on paye. Il faut qu'on paye tous. Alors, on a droit de système public. Oui. Le système public n'est pas gratuit. On paye tous. C'est-à-dire, à la fin de chaque mois, il paye. Il y a les impôts. Voilà. Il participe à l'assurance. Le jour où il tombe malade, il est pris en charge normalement. Maintenant, personne ne paye. À part les employés, parce que la ponction est faite automatiquement. Pour les autres, personne ne paye. Et après, on réclame. Et voilà, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas Hadik, il n'y a personne, etc. Et on se remet jamais en question. C'est-à-dire, on accuse toujours les autres. On accuse le Daoula, mais je sais pas quoi, on accuse. C'est toujours l'autre. Ce n'est jamais de ma faute. Donc, il y a déjà un petit problème là, qui n'est pas petit, mais c'est un problème de fond. Sachant que Nassana Filjassé, il considère Madame Kane pétrole. Voilà. Ça veut dire que c'est l'argent du pétrole, ça veut dire soir d'eau. Alors que l'argent du pétrole n'est rien. 150 milliards, je pense que c'est à peu près 70 milliards par an, on l'a même pas. T'as le pétrole, Balk. Et ce n'est rien à l'échelle des nations et des grandes puissances, c'est la preuve. Le budget de la santé de la France dépasse le PIB, t'as le pétrole ou t'as quoi. Et donc,
on a parlé d'insurrection pilote, donc des médecins qui essayent quand même d'arranger la situation, qui travaillent le domaine. C'est quand même des gens qui voyagent, qui ont vu, qui savent comment ça devrait fonctionner. Donc, normalement, au moins, ils devraient se révolter, essayer de changer les choses. Oui, il y a eu dans l'année universitaire, entre 2017 et 2018, déjà, la grève des résidents. Mais là, on parle de la grève des résidents. Les résidents, c'est les étudiants, les spécialités. Voilà, c'est les futurs spécialistes. Mais les maîtres assistants, les gens qui ont disons des postes à pouvoir, qui ont le kilma, ils sont minoritaires parce que la corporation des médecins représente pas grand-chose en nombre. Je parle bien en nombre. D'une part, c'est-à-dire ils sont pas nombreux, et d'autre part, ils sont divisés, chacun travaille dans un petit coin, et ils sont rapidement lâchés. C'est-à-dire pour qu'il y ait vraiment un impact pour quelconque grève ou quelconque, je sais pas, manifestation des médecins, il faut qu'ils soient appuyés par les autres corps, que ce soit les paramédicaux, voire même par le citoyen, les administrateurs de la santé. Or, non. C'est-à-dire, surtout les dernières années, à l'approche des élections électorales qui ont avorté en février ou je sais pas quoi. En avril, normalement. Premier vote qu'il aurait dû avoir, c'était en avril. Voilà. Il y a eu un an avant, il y a eu la grève des résidents. Un an avant, il y a eu la grève des résidents. D'ailleurs, en parlant de la grève des résidents qui a eu lieu de l'année universitaire 2017-2018. C'est l'année qui a précédé de juste le Hirak. Le Hirak, voilà. La grève, est-ce qu'elle était en rapport avec les conditions de travail l'hôpital, ou là est-ce que c'était les conditions les résidents, c'est-à-dire en tant qu'étudiants en spécialité? Non, on était préoccupé beaucoup plus par l'avenir que par le présent. C'est-à-dire c'est-à-dire c'est l'avenir qui nous faisait peur. C'est-à-dire les conditions vers lesquelles on allait. Quelles étaient les revendications de la grève? C'était quoi les principales revendications? Parce que la grève a eu lieu. Nas kamel galou bon, c'est les conditions de travail, mais concrètement, il n'y a pas eu de porte-parole officiel, il n'y a pas eu de... Si, il y a eu, ils ont débattu, même sur des plateaux télé. Il y a eu des petits débats avec les politiciens qui viennent de sauter tous. Donc, les FLNistes, les... Donc, si tu devais résumer, la grève, c'était à propos de quoi? C'était, alors on va dire, c'était un cri de détresse, voilà. Je vais essayer de remettre les choses dans le contexte. J'ai bien dit un an avant les élections. Et c'était une période où il y a eu une campagne des médias, un acharnement sur les médecins. Pas sur le système de santé, sur les médecins. Sur les erreurs médicales? Non. Oui, entre autres. Mais comme quoi, que tous les maux et que tout le tort, c'était les médecins. Mais quand je scanner, c'est le médecin. L'hôpital, mais quand je dois, c'est la faute à qui? C'est la faute au médecin. Les urgences, mais quand je brancard, c'est la faute à qui? C'est la faute au médecin. Et ça a été vraiment une campagne assez agressive, et c'était pour occuper on va dire, le citoyen. Pour détourner son attention. Voilà. Bouteflika, 5e mandat, non. Le médecin n'est pas bon. Voilà. Le médecin, il est fainéant. C'est les médecins. Voilà. Oui, c'est votre droit, les médecins merdmouche, donc oui. C'est le populisme classique et de base, et voilà, à peu près, c'est ça. Et nous, on sait, c'est-à-dire on va travailler dans des conditions vraiment très médiocres. Et on veut pas qu'on soit désigné comme étant les coupables. Il n'y a pas les moyens, oui. Le médecin comme un bouc émissaire. Voilà. Ayez le courage de dire les choses comme elles sont. Et voilà, il n'y a pas les moyens de la râle. Est-ce que la grève elle a porté ses fruits, ou là, finalement, parce que je fais des images qui étaient choquantes, c'est de voir la police, les médecins, des résidents qui juste un cas pour manifester, pour exprimer qu'il y a un droit, le droit à la grève, le droit de manifester, de montrer son mécontentement, etc.
Et de voir ils ont subi une répression. Alors c'est un système, tant que tu attires pas l'attention, tu es inexistant. C'est-à-dire il discute pas avec l'être humain, il discute avec les problèmes qui risquent de lui causer des problèmes. Même les problèmes qui lui causent pas des problèmes, ça l'intéresse pas. C'est-à-dire l'un des moyens, c'est d'attirer l'attention. Parce qu'on a essayé de convoquer la tutelle, de discuter avec elle, de les convier à faire des réunions, etc. Et tout, ça n'a pas porté de fruits. Mais quand on a commencé à faire des sorties, des marches, on en a fait dans plusieurs wilayas. On en a fait à Oran, à Blida, à Sidi Bel Abbas, Alger. C'était Alger la Grande Poste. Hein. C'était la première fois c'est-à-dire que des grévistes réussissent à faire une marche au niveau de la Grande Poste. Constantine, Tizi Ouzou et Annaba aussi. Donc on a fait des marches dans toutes à peu près dans tous les grands CHU. On s'est fait tabasser à Alger à plusieurs reprises. On a fait des veillées, on a fait mais comme ils ont compris que le citoyen ne va pas... Et il y a même eu... en fait, le citoyen était contre cette grève. Bien sûr, parce que les médias, quand ils véhiculent quelque chose, on n'a pas les moyens. On n'a rien. Donc si non, même Nahar Shourouk était contre. Et c'est bon, ils ont répondu les demandes. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'était théoriquement que les hôpitaux, le système médical marche sans les résidents. Parce c'est des médecins en formation pour devenir des spécialistes. Mais normalement, la grève n'aurait pas dû affecter à ce point. Bien sûr. Le fonctionnement des hôpitaux. Elle n'aurait pas dû affecter du tout le fonctionnement des hôpitaux. Le fait déjà que tout le système médical s'en trouve chamboulé, ça montre qu'il y a une... Bien sûr, il y a un problème très profond. Très profond. Et qui converge toujours vers le problème financier. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas recruter assez d'infirmiers. Ils ne peuvent pas recruter assez de brancardiers. Tu es en train de me dire que le résident fait un travail de médecin et d'infirmier. Et parfois plus. Médecin, infirmier, brancardier, parfois parfois quand on peut, on aide. Mais quand on est dépassé, la ralbe. Et c'est un rythme de travail assez infernal. Hein. Surtout durant les gardes. Parce qu'il n'y a rien. C'est des gardes de 24 heures avec, je vous assure, avec rien comme moyen. Et c'est des gardes non-stop. Est-ce que qui ou les malades ou les médecins les renvoient parce que maquage doigt, parce que maquage scanner, parce que maquage, etc. Est-ce que c'est pas juste le médecin qui n'a pas envie de faire son travail? Non, le médecin il est là, il va travailler. Durant la garde, il va travailler. C'est-à-dire il y a tellement de charges de travail, c'est-à-dire qu'il va travailler les 24 heures. Moi, il va le renvoyer pour se reposer 2 heures. Là, non, il va travailler. Il y a tellement de monde qu'il n'a pas le choix. Et est-ce que la grève, elle a apporté quelque chose de bénéfique? Ou là, juste ça a dégoûté les jeunes médecins? Parce qu'il y a un problème qui est réel. C'est toute la nouvelle génération, les gars d'Atorah l'étranger, qui se retrouvent avec les diplômes, les spécialités. Oui, à l'étranger, je suis mieux payé, j'ai des heures de travail plus intéressantes, et il y a une reconnaissance. Surtout la reconnaissance. C'est-à-dire, les gens auraient pu supporter beaucoup s'il y avait un minimum de reconnaissance. C'est-à-dire, il n'y a pas des moyens, on n'est pas bien payé, un médecin ne peut pas s'offrir, un appartement, un véhicule, il peut pas s'offrir des vacances, il peut pas s'offrir des... Est-ce que tu sais payer un médecin? Un médecin. Alors, un médecin en début d'exercice, c'est 70 000 dinars. C'est même là. C'est même là, c'est-à-dire après 12 ans d'études supérieures, c'est même là, tu as des vies à sauver, et tu as une vie à côté,
C'est-à-dire, théoriquement, tu dois être un peu à l'aise financièrement. Au moins, tu peux t'acheter un appartement ou louer aisément un appartement, un véhicule, t'offrir des petites vacances, je sais pas, 1 fois ou 2 fois par an pour te reposer. Pour le travail, tu peux être à 100% de ton énergie, de tes capacités parce que le travail de médecin n'empêche que c'est pas comme tous les travails, parce qu'une vie humaine, c'est un stress constant. Constant, oui. C'est un stress constant et qu'on trimballe avec nous même à la maison. C'est-à-dire même en rentrant, on continue à penser au malade, un malade qu'on a opéré, est-ce qu'il va bien, il va pas bien, etc. C'est-à-dire c'est assez lourd comme métier. Comme métier et comme rythme. Donc pour voilà. Pour les résultats, il y a eu une petite révision des zonings pour le service civil. Il y a eu une petite prime pour le service civil, mais en réalité, ils n'ont pas répondu aux attentes. Voilà. C'est-à-dire les revendications majeures. Donc, voilà, non. Quelles étaient donc les attentes majeures? Alors on a essayé de faire une petite liste, c'est-à-dire qu'on travaille pas. C'est-à-dire on a voulu faire un listing pour chaque spécialité. Du minimum requis pour que ce spécialiste puisse exercer dans tel ou tel hôpital. On parle le matériel. Voilà. Les revendications étaient principalement les revendications étaient principalement liées les conditions de travail. Oui. Vous offrez l'NES la meilleure prise en charge. La meilleure prise en charge. Oui. Ou pour ça, vous n'avez pas eu le soutien des personnes qui auraient pu en bénéficier et qui est le peuple. Oui, mais parce qu'il n'a pas reçu l'information correcte. C'est-à-dire l'information juste, elle lui arrive pas. Nahar s'en est bien occupé, oui. Je le cite, oui. Nahar. Oui. La chaîne Nahar, au cas où. Mais... Elle s'en est bien occupée. D'accord. Pour bien déformer l'information, pour véhiculer ce que le pouvoir qui était en place à cette époque. Oui, Nahar, c'est une chaîne qui véhicule tout ce que le pouvoir en place veut. Oui, et tout ce qui ratatine le cerveau aussi. D'accord. Voilà. Pour finir, est-ce que, Ntaya, tu as un espoir pour que les choses s'arrangent dans les années à venir? Ou là, est-ce que ça va rester dans le même état ou ça va empirer? Enfin, est-ce qu'il y a de l'espoir? L'espoir fait vivre, il faut qu'il y ait de l'espoir. Ou là, est-ce que tout le monde va se diriger vers le privé et c'est la mort du public, tout simplement, du service public? Non, le public, il reste, il va rester, on peut pas faire autrement. Beaucoup de gens se dirigent vers le privé parce qu'ils exercent bien, ils gagnent bien leur vie et ils rendent service aux citoyens mieux. Dans le privé, tu as quand même les conditions de travail et le matériel. Oui, parce que c'est toi le responsable. Tu t'achètes sur des crédits ou là, je sais pas quoi, un matériel pour le radiologue, les scanners et les IRM qu'il faut, pour le cardiologue, les écho-cœurs, tout le matériel qu'il faut, et tu en es responsable. Tu en prends soin parce que tu as fait des crédits pour l'avoir, et tu le rentabilises, tu essaies de le rentabiliser pour le rembourser, donc tu essaies de travailler beaucoup, tu essaies de voir beaucoup de malades, et aussi tu donnes accès, c'est-à-dire à cette prestation aux citoyens qui ne va pas la trouver à l'hôpital public, parce que l'hôpital public, on revient, n'a pas les moyens de... Et au final, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir s'il y a une volonté commune de tout le monde d'aller vers un changement, vers du positif. Eh bien, merci. On s'arrête à Nalium. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve pour un prochain épisode sur un sujet bien sûr tout à fait différent, mais tout aussi polémique.